passer la parole à Xavier Leblanc, parce qu'on a vu, on peut corriger tout ce qu'on veut, mais l'environnement local a lui aussi de l'influence. Et donc il est important, un, de bien évaluer son capteur, et deux, de bien tenir compte de son environnement local. Et c'est la mission qu'on a donnée à Xavier Leblanc du laboratoire d'essai en géolocalisation GUIDE, de nous expliquer quelles sont les sources de perturbations en local. Et d'ailleurs, avant de commencer, pourquoi faire appel à un laboratoire en géolocalisation? Quel peut être l'intérêt pour les utilisateurs? Donc bonjour à tous en première approche. En deuxième, tout simplement un laboratoire parce que il faut en général avoir un tiers, une seconde partie pour pouvoir, juger de résultats. Alors, la mission de GUIDE, pour répondre directement à votre question, c'est un laboratoire. Donc, c'est-à-dire que notre premier métier, c'est pas le GNSS, c'est la métrologie. Donc, notre mission, c'est d'évaluer, de valider et de certifier. Alors aujourd'hui, la certification doit reposer, soit que c'est des certifications privées, soit que ça doit reposer sur des normes. Les normes commencent à apparaître. Donc on commence à se poser réellement cette question de qualité. Attention au micro avec votre épaule. Ça, voilà. Ensuite, la géolocalisation, on fait de plus en plus appel à des notions de criticité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire tiens, j'ai des résultats sur mon récepteur. Quelle est la confiance qu'on peut avoir sur les données de son récepteur? Et quelquefois, des problèmes de disponibilité peuvent se traduire simplement au niveau métrique par des erreurs énormes de position et qui vont impacter l'application. Donc ça, ce sont des questions qui sont cruciales dans beaucoup de domaines du transport et dans l'agriculture également. Les missions de GUIDE, on va essayer de les simplifier en trois parties. La première, c'est l'efficience technologique. L'efficience technologique, c'est-à-dire que vous avez, aujourd'hui, si on prend l'idéal, je crois qu'on a vu là un certain nombre de démonstrations de l'idéal, dans un monde parfait, ok, ça marche. Par contre, quand on commence à avoir des problèmes de budget, c'est-à-dire quand on veut, se projeter avec des équipements qui soient optimisés, essayer de bénéficier des nouvelles technologies et de bien les intégrer, eh bien, ça demande des essais. Ensuite, quand on a besoin, quand un acheteur veut à des équipements relativement onéreux ou nombreux ou impliquants dans son développement, il ne veut pas se tromper dans son achat, eh bien, il fait appel à un tiers qui va prendre le recul, qui a la compétence pour pouvoir donner un avis. Et enfin, c'est la métrologie légale, c'est-à-dire à un moment donné, il faut être capable de caractériser des performances de récepteurs, ne pas s'en tenir simplement à des valeurs comme ça qu'on lance, mais vraiment par rapport à une application, par rapport à des conditions réelles, quelles sont les performances que l'on peut avoir, et ensuite de pouvoir les hiérarchiser et les classifier. Donc ça, c'est le métier du laboratoire. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait dans le domaine agricole. On se pose des questions sur le positionnement centimétrique de robots. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que la position, elle est précise au niveau de l'antenne. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est la précision au sol. Donc il y a des problèmes de compensateur de terrain. Si on veut prendre des centrales inertielles, une bonne centrale inertielle, c'est entre 50 000 et 100 000 euros. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit acceptable au niveau d'un robot. Donc il faut trouver des palliatifs. Donc là, il y a un certain nombre de gens qui se posent des questions. En l'occurrence, là, c'est un travail qu'on fait avec Agriculture. Alors, l'agriculture reste quand même un terrain idéal parce que, je dirais, en tout cas, l'idée qu'on s'en fait, c'est qu'on est presque dans un monde parfait, on est, dégagé de tout environnement local, on est en open sky, parfait, très bien, alors que beaucoup d'autres applications sont dans le domaine contraint. Malgré tout, l'environnement local se rappelle assez rapidement à nous. Alors, quelles sont les sources d'erreur? Donc là, je ne vais pas reprendre l'ensemble des sources d'erreur qu'on vient de citer. Simplement, je vais bien les classifier en trois catégories. La première, ça va être l'erreur globale. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire l'ensemble des erreurs que l'on a au niveau des orbites, des géométries, ionosphère, troposphère, etc. En partant par la fin, il y a les erreurs qui sont les erreurs intrinsèques à l'équipement. Et il y en a un paquet, vraiment un paquet. Et j'ai bien mis l'intervention à dire attention au paramétrage. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'idée, on achète, on dit voilà, ça coûte tant. Ah, si j'ai mis tant d'argent sur cet équipement, c'est qu'il doit être bon.
Oui, mais on oublie de prendre le manuel et puis de correctement paramétrer son système. Et c'est pas simple le paramétrage parce que c'est pas quelque chose d'universel, ça dépend de l'application. Et moi, je vais m'attaquer en particulier aux erreurs locales et se dire, bon, finalement, l'agriculture, il y a peut-être des erreurs locales. La première chose, c'est que quand on commence à parler d'erreurs, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de prendre une matrice de risque, c'est-à-dire en fait de croiser les problèmes d'occurrence des erreurs avec leurs problèmes, avec l'importance de ces erreurs. Et là, on a, je dirais rapidement, les erreurs qu'on a l'habitude de rencontrer, on les met rapidement dans des cases. Et on va vite s'apercevoir, quand on fait ce travail, que les erreurs qui apparaissent le plus souvent et qui sont les plus importantes restent quand même du domaine local, où là, on peut avoir, notamment avec des multitrajets, des erreurs assez importantes. Alors, les erreurs. Je prends un tracteur et je m'en vais au champ et je passe sous un pont. Qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce pour point. Voilà ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, ce sont des trajectoires. On prend un véhicule et dans ce véhicule, on met une dizaine, alors selon si on est riche et sophistiqué, on peut mettre même une vingtaine de récepteurs. Et voilà les phénomènes. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, on a effectivement une petite... alors je précise, hein, on n'est pas en RTK ni en PPP. Hein, on est récepteur simple. Donc là, ici, on voit bien qu'on a une erreur qui court à peu près la largeur d'une voie. On passe, je dirais, sous un pont. Et ici, on a un phénomène de dispersion. Alors là, effectivement, c'est sur un périphérique. Mais je dirais, on est à la campagne, on passe sous un pont. C'est ce phénomène que l'on va avoir. On va avoir un phénomène de dispersion relativement important à la sortie du pont. Et ça, c'est très difficile à contenir. Quand on passe sous des arbres, donc là, c'est pareil, on a un véhicule, alors ça peut être un chemin de terre, ça peut être une route de campagne. Souvent, c'est quand même bordé d'arbres. Eh bien, ça, c'est extrêmement contraignant. Voilà ce qui se passe. Vous avez nos 20 récepteurs à bord d'un véhicule. Eh bien, vous n'avez aucun des 20 récepteurs qui va vous donner la même position. Et la tendance, c'est que quand un récepteur fait une erreur, il la maintient. Il la maintient. Et là, vous avez beau mettre une centrale inertielle, à un moment donné, la centrale inertielle, elle va être retirée. Donc, typiquement, les problèmes de canopée sont extrêmement déterminantes sur les performances d'un récepteur. Et alors là, je ne vous parle pas, hein, le NRTK, PPP, tout le monde est là, vous n'avez plus rien. Tout le monde est logé à la même enseigne. Oui, puis parce que ça n'accroche plus. La phase, vous ne pouvez plus la calculer. Voilà. Ensuite, les multitrajets. À quoi ressemblent les multitrajets? Alors voilà, par exemple, un multitrajet. Ce multitrajet, ici, la mesure, c'est on est entre 13 et 17 mètres d'erreur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être important. Alors c'est vrai que dans l'agriculture, les cas de multitrajets sont quand même beaucoup plus rares. Mais dans les domaines en montagne, je dirais à proximité de hangars métalliques, on peut avoir des phénomènes assez importants. Donc il faut en tenir compte. C'est une forme d'écho, c'est ça, sur le bâtiment? C'est ça que vous voulez entendre? C'est-à-dire le signal fait vous avez un signal qui est direct qui et a un indirect. chemin qui est un peu plus long que la normale. Donc fatalement, ça génère le temps de réception n'est pas le même. du message est beaucoup plus long. Et donc la position n'est pas bonne. Alors, ensuite, la question, c'est monofréquence, multifréquence. Bon, ça, c'est quelque chose qui, on va dire, c'est juste à titre pédagogique parce que décemment, maintenant, il faut passer à la multifréquence. Enfin, la technologie a beaucoup évolué. Mais ça permet, en fait, de regarder qu'est-ce qu'apporte le multifréquence, notamment en environnement urbain. Bon, là, on est d'accord sur l'agriculture, mais c'est, encore une fois, à titre pédagogique. Donc, ce qui est en orange, c'est du GNSS pur. Et ce qui est en vert, c'est du orange GPS et vert, c'est GNSS. Donc on voit là, c'était une simulation qu'on a fait, passage sous un pont, donc on a toujours cette problématique. Et le temps de convergence est relativement long parce qu'on est sous des arbres. En tout cas, voilà, je dirais, les erreurs que font en plus le GPS par rapport au GNSS. Par contre, quand on est en plein champ, la tendance serait, je dirais, de choisir une constellation et s'y tenir. Que ce soit GNSS ou Galileo. Galileo a un très très bon résultat. Mais il faut éviter, je dirais, multiplier les fréquences quand on est en situation idéale. Sinon, on cumule des erreurs, on risque de cumuler des erreurs?
c'est plus compliqué à traiter pour le récepteur et vous risquez de cumuler les erreurs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on mesure. La différence de prix, je vous interromps, pardon, mais entre un signal, un récepteur monofréquence et un récepteur multifréquence. Maintenant, c'est plus. C'est plus vous prenez la puce M8T, c'est quoi? C'est 40 € la puce, et la F9, elle doit être à 80. Bon, c'est le double, mais. Oui, mais sur des montants qui sont à la base relativement faibles. Ouais. Ok. Ouais. Après, vous avez des récepteurs de type métrologie, où là, on rentre sur autre chose. Mais sur du mass market, c'est plus. Alors si, le constructeur automobile, lui, par million de pièces, ça fait quelque chose. Donc là, la question est autrement. La façon de poser la question. Dans une logique industrielle, oui, c'est un peu différent. Voilà, les interférences, par contre, c'est quelque chose qui est assez pernicieux. Alors, on a l'impression que les interférences, ça ne touche que les autres, et puis qu'en fait, dans son champ, on ne va pas avoir de difficultés, et c'est, à mon avis, une grosse erreur. Alors déjà, il faut différencier en fait les interférences en tant que telles avec les attaques. Bon, typiquement, là, vous avez un exemple d'attaque. Donc, c'est sur un périphérique. On arrive à un endroit, et là, on a une attaque. Et là, la position, elle saute directement ici. Et ça fait, pour faire simple, ça fait n'importe quoi. Quand vous dites attaque? Une attaque, c'est-à-dire quelqu'un qui fait délibérément exprès de brouiller le signal. Okay. Alors, sans parler du domaine militaire, on est dans quelqu'un qui est malveillant. Mais vous avez les interférences qui sont des interférences classiques, domestiques ou industrielles. Ça peut être un réseau télécom, une station broadcast de télévision où vous avez des dérives, vous avez donc une altération de votre signal GNSS. Mais c'est également, comme on l'a déjà cité tout à l'heure, simplement un chauffeur de poids lourd qui ne veut pas que son patron puisse le traquer et qui va mettre à l'intérieur de son tracteur, de son camion, un brouilleur, et en passant à proximité d'engins agricoles, eh bien, il va les perturber. Et là, ce type de phénomène, on le voit, alors là, c'est pas très clair de loin, mais ici, on a quelque chose qui est à peu près constant, et on voit ici que ça s'évase. On a une dilution des performances, mais relativement importante. Et ça va fatalement impacter tout ce qui est correction NRTK ou PPP, fatalement. Donc ça veut dire que la résilience, et plus généralement la capacité à détecter qu'on a un problème, devient importante. Donc dans les études que vous menez, vous voyez des capteurs qui sont plus ou moins sensibles à ces interférences, ou tout le monde est vraiment logé sur la même enseigne? Alors, la résilience, c'est assez compliqué, on ne peut pas y répondre comme ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est que le récepteur soit capable de savoir qu'il est impacté. Après, qu'il résiste en tant que tel, ça, c'est encore autre chose. Parce que ça dépend des ondes, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est en espace libre, on a effectivement une belle gaussienne, et ça, on l'a vu tout à l'heure également. Quand on commence à voir des bâtiments, des hangars métalliques, eh bien, en fait, on a quelque chose qui reste à peu près correct, sauf qu'on va voir un décalage. Donc là, une erreur de position, un biais. Et quand on commence à voir des canopées, beaucoup de végétation, ça, c'est typique, on a en fait une dilution des performances qui, en général, impacte directement les mesures de phase. Donc voilà, en fait, un profil des erreurs que l'on rencontre. Bon, je ne vais pas les détailler, mais on voit bien, en fait, donc là, quelque chose vraiment à ciel ouvert, où on est vraiment sur la vérité terrain. Quelque chose, un multitrajet propre, où on a un décalage. Multitrajet plus diffraction, où là, on a vraiment une dilution et on est en décalage. Si on passe sous des haies d'arbres, bien, comme dire, relativement constante, on va avoir, en fait, si on fait une somme des erreurs, on va tomber sur la trajectoire de référence, mais en fait, on a probablement, on a très peu de chances d'être vraiment sur la vraie trajectoire, donc ça, c'est important à savoir. Quand on passe sous un pont, on a un phénomène de fuseau qui impacte, et quand on a une interférence, ça fait n'importe quoi. Est-ce que, quand j'ai toujours la même erreur, enfin, je suis sur le tracteur sur mon champ, je sais que je vais tourner à ce niveau-là et qu'il y a une forêt à côté, est-ce que je peux anticiper l'erreur que va faire mon capteur, ou est-ce que ce brouillage, ou en tout cas cette interférence, va être différente à chaque fois? Alors, oui. Alors pour deux raisons.
Alors déjà, quand on passe sous les arbres, fatalement, c'est une distribution statistique. Donc par définition, ça ne peut pas être la même chose. Mais en plus, les satellites ne sont jamais au même endroit. Donc je ne peux pas anticiper l'erreur que va faire mon tracteur, sauf à dire il va y avoir une erreur, mais je ne peux pas dire, je peux pas la corriger manuellement, quoi. Alors la corriger, si, mais il y a des techniques pour la corriger. Mais si vous en tenez uniquement à votre récepteur, vous allez la subir. Après, il y a des techniques, effectivement, des solutions, alors selon l'application, mais déjà les centrales inertielles, ça aide grandement. Alors, pour venir au problème d'hybridation, donc ça c'est important, on parle beaucoup de centrales inertielles, de correction par ce type de capteur. Ce qu'il faut retenir, donc là, ça c'est un test qu'on fait en ville. Voilà, on arrive ici, on s'arrête à un feu. Le GNSS a tendance à diverger, il part un petit peu. Et quand on redémarre, et ben en fait, la système inertiel va nous bloquer en fait la position et on va mettre très longtemps avant de retrouver la vérité terrain parce que en fait c'est une mesure relative alors que le GNSS c'est une mesure absolue. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une mesure absolue. C'est juste nécessaire et indispensable. Après, les autres techniques sont là pour pouvoir compenser les erreurs qui peuvent intervenir. Donc, il faut faire attention. Et quelquefois, il faut même avoir... Enfin, on commence à parler de paramétrage dynamique. Donc là, bon, c'est une mesure. Donc là, on a en bleu du GNSS, mais du GNSS seul. Et ce GNSS seul, en post-traitement, on l'hybride. Et voilà un petit peu voilà ce que ça donne. Alors, on voit bien en fait que l'hybridation, c'est une bonne hybridation, hein, c'est une bonne hybridation. On sent qu'elle résiste aux erreurs qui sont faites par le GNSS, mais on voit bien que c'est pas du miraculeux. Hein. Fatalement, si on a des multitrajets qui sont relativement importants, enfin, en tout cas, quand je dis important, c'est en intensité, mais surtout dans la durée, une centrale inertielle, ça va protéger que pendant quelques secondes. Alors, en fonction du prix, ça va... Mais ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que ces centrales inertielles, on les a pas... sur des engins agricoles aujourd'hui. C'est des montants qui sont trop... Il y a maintenant des tracteurs qui sont bien équipés. D'accord. Si. Mais ça dépend du prix aussi du tracteur. Voilà. Et alors là, cette courbe-là, elle est un peu compliquée à comprendre. Je ne vais pas essayer de rentrer trop dedans. C'est simplement ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, dans les essais que l'on fait avec des MEMS, c'est-à-dire avec des petites centralettes, pas très chères, on s'aperçoit que elles ont plutôt tendance à détruire quand on est dans un... Alors, en plein champ, conditions idéales, ce n'est pas le cas. Mais quand on est dans des environnements qui sont un peu contrariés, où on a un environnement local qui est conséquent et contraignant, eh bien, en fait, on va avoir de moins bons résultats avec une centrale inertielle qu'avec une centrale inertielle. Il n'y a que vraiment, je dirais, quand on commence à aller chercher là, comme dire, une meilleure continuité, où là vraiment la centrale apporte vraiment quelque chose. Dans les cas extrêmes, hein, je parle. Donc ça veut dire que ça milite pour le paramétrage dynamique des récepteurs en fonction de l'environnement. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité à hybrider avec l'inertie est très importante, mais ce n'est pas miraculeux. Alors là, les analyses que vont faire donc un laboratoire pour essayer d'essayer de maîtriser ces erreurs, donc savoir d'où elles viennent, qu'est-ce qui les provoque et comment les réduire. Donc les premiers traitements que l'on fait, les premières analyses, c'est au niveau du terminal, la chaîne de réception, en commençant par l'antenne. Je crois que plusieurs de mes précédents ont insisté sur l'importance de l'antenne, et ça c'est vraiment vrai. Le récepteur, les câbles également. Ensuite, toute la partie configuration, donc les mises à jour des firmware, les paramétrages, savoir également l'impact des récepteurs, également regarder, hein, parce que sous une appellation commerciale, ce n'est pas tout à fait les mêmes partenaires qu'on peut avoir. Les hybridations, donc là, c'est les algorithmes qui récupèrent les informations. On parlait tout à l'heure des GNOS. Les GNOS, il y a beaucoup de récepteurs qui se prévalent des corrections GNOS, mais des fois, c'est pas bien traité parce que l'algorithme n'est pas bien implémenté. On a donc les services d'augmentation. Donc là, c'était les remarques que l'on a vues précédemment, où là, il faut bien effectivement voir l'application et bien comprendre le contexte pour poser un avis.
Et après, on a les phénomènes d'intégrité. Et puis, pour application par application, essayer de trouver les solutions pour améliorer ces performances. Voilà, et là je voudrais finir juste sur l'apparition de normes. Là il y en a une aujourd'hui qui a été écrite pour les applications routières, mais quelque part il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas au domaine agricole, où aujourd'hui, eh bien, en fait, on utilise plusieurs récepteurs pour caractériser, enfin pour caractériser un récepteur, on prend plusieurs échantillons de ce récepteur. On va être en mesure de faire des mesures sur l'ensemble de ces récepteurs dans un environnement local, avec fatalement ces phénomènes de dispersion. Et en fait, quand on moyenne en fait, ces performances, on obtient la caractérisation du récepteur. Et si on s'en tenait à juste une mesure, on voit qu'on fait des erreurs énormes. C'est-à-dire, là, à 95%, eh bien, on va être dans un cas à moins de 2 mètres et dans un autre cas à plus de 4 mètres, alors que c'est les mêmes récepteurs. Hein, donc c'est important en fait, de bien considérer ce phénomène non déterministe des récepteurs dans un certain nombre de conditions de l'environnement local. Voilà. Ça, c'est un extrait de la norme qui n'est pas encore publiée, mais qui devrait l'être dans les prochains mois. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Donc de l'intérêt, on l'a compris, d'avoir un recours à un laboratoire d'analyse pour évaluer la performance des différents outils. Quand on l'a compris, tout n'est pas forcément... voilà, les niveaux de performance, en tout cas, s'expriment différemment selon les contextes.